Bonne année 2025 et bonne fin d'année 2024. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à quelques jours de la fin de cette année 2024 dans notre magazine Info 7, notre rendez-vous pour décortiquer l'actualité de la semaine. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un professeur des universités, lobbyiste de son État et stratège en investissement. C'est un visage certainement que vous connaissez parce que ce n'est pas son premier passage dans votre rendez-vous de la semaine, Info 7. Il s'agit bien du professeur Patrick Onoya. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir ma chère Noëlla et merci encore de penser à moi pour cette fin d'année. Alors c'est la fin de l'année 2024. Comment est-ce que vous avez passé cette année 2024? Dans l'activité, comme j'ai dit, beaucoup de conférences, beaucoup de sorties médiatiques, beaucoup de travaux sur terrain aussi. Je pense qu'en tant que Congolais qui aime son pays, j'ai fait ma part. Alors, contrairement à l'année 2023-2024, on a vu plus Patrick Onoya, un homme de terrain, qui s'est rendu dans des provinces, qui a prêché l'investissement avec un accent particulier dans l'agriculture. Un hectare pour tout le monde. Voilà. Absolument. Une stratégie réussie. Qui fait son cours. Nous avons la satisfaction que c'est un projet qui a été adopté au plus haut sommet de l'État. Nous remercions le chef de l'État pour avoir endossé le projet Un hectare pour un étudiant. Et de fil en aiguille dans le gouvernement, nous apprécions le fait aussi qu'il ait compris qu'on ne peut pas avoir de développement économique sans le développement de l'agriculture. Alors cette année, on a vu Patrick Onoya qui était plus en face de jeunes dans les universités, de conférences à gauche, des conférences à droite. Pourquoi cette approche? Merci beaucoup parce que je me considère beaucoup plus comme un homme d'État. Je travaille pour les générations futures. Ce que nous prêchons aujourd'hui, les théories que nous développons, les articles que nous publions peuvent être consommés aujourd'hui par le politique ou pas. Mais notre objectif, c'est de dire, même si ce n'est pas consommé aujourd'hui, mais qu'un décideur, n'est-ce pas, de demain, qui se retrouve dans une université, puisse le suivre et qu'il l'applique dans les années à venir. Je ne sais pas si c'est aussi votre constat. Le président de la République s'est adressé à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Félix Tshisekedi est revenu sur plusieurs mots, surtout quand il a parlé de l'agriculture. Des mots que vous avez toujours dénoncés, des propositions que vous avez toujours faites pour le développement de la RDC. On avait l'impression d'entendre parler Félix Tshisekedi, Patrick Onoya à travers Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'est aussi votre constat? Disons que c'est le constat de plusieurs, parce que curieusement, après le discours du chef de l'État, j'ai eu plusieurs appels téléphoniques des personnes qui ont compris que le chef de l'État est à l'écoute, n'est-ce pas, de toutes les intelligences du pays. J'ai aimé, par exemple, la mise en œuvre du cadastre agricole. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Nous avons martelé dessus parce que c'est quelque chose qui existe dans la loi agricole de 2011 et nous avons dû marteler dessus pour expliquer qu'il est difficile de pouvoir développer l'agriculture sans le foncier agricole, n'est-ce pas? On a 80 millions de terres arables, mais on ne sait pas à l'heure actuelle les identifier. Et pour les identifier, il faut qu'il existe un cadastre agricole. Nous avons aussi martelé sur, n'est-ce pas, les routes de desserte agricole. Nous avons expliqué qu'il était important de pouvoir privilégier la méthode IMO, ça signifie la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. Et le chef de l'État est revenu dessus en expliquant, n'est-ce pas, que les 38 000 km de terre battue seront par la méthode IMO, ça signifie par le cantonnage manuel. Et avec le cantonnage manuel, c'est la méthode qui a été utilisée par le colon belge. Ils sont arrivés dans les villages par les sentiers et ils ont utilisé la population, n'est-ce pas, pour ouvrir les chemins. Et bien d'autres propositions comme ça. Pour nous, c'était une joie de savoir que nous avons
un chef d'État qui est à l'écoute des différentes intelligences. Mais il y a quand même certaines personnes qui restent inquiètes, pensant que ça ne reste qu'un discours. Bien, c'est vrai, c'est un début. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous avons réfléchi encore sur quelques autres propositions pour pousser à l'accomplissement. En effet, la première des choses, c'est que il est important pour l'année 2025 que l'on aille vers ce qu'on appelle des objectifs SMART. Les objectifs SMART, ça veut dire S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporel. C'est-à-dire que pour que en décembre 2025, nous puissions faire un bilan de ce qui a été fait, il faut qu'un objectif clair soit identifié. Et moi, je suis en train d'expliquer que l'agriculture ne se développe pas comme ça, non. Elle se développe par filière. C'est-à-dire qu'on a les trois grandes filières. La filière de l'agriculture vivrière, la filière de l'agriculture industrielle et la filière de cette agriculture de type animal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout développer à la fois. Il faudrait que, dans le cadre des objectifs SMART, on dise quels sont les secteurs que l'on veut développer. Est-ce la filière maïs, manioc et riz simplement? On se fixe des objectifs. Et on sait qu'on a un pays qui importe tout. Le chef de l'État a fustigé les 3 milliards de dollars, n'est-ce pas, que nous importons périodiquement. Alors, de voir de façon, dans le cadre des objectifs SMART, de donner aussi le taux que l'on veut réduire des importations. Si c'est en termes, par exemple, de maïs, si nous importons 1 million de tonnes, fixons les objectifs. Même si cet objectif est modeste, de dire nous voulons réduire de 10% les importations de maïs. Ça signifie qu'on veut avoir, n'est-ce pas, à la fin de l'année, par exemple, cultiver 100 000 tonnes. Et on met en place cette fois-ci des stratégies pour les atteindre. Pour cela, je fais 2 propositions, qui pourraient être même des propositions de loi. Quelles sont ces propositions? La première proposition de loi, c'est la loi sur le paysanat. La loi sur le paysanat, elle fait référence à ce qui s'est passé au niveau de la colonisation. Et qu'est-ce qui s'était passé? Merci. Au niveau de la colonisation, ils ont compris un principe important en économie. C'est qu'il existe une corrélation directe entre la culture et le développement. Cela veut dire que si nous échouons beaucoup dans ce pays, surtout dans le secteur agricole, c'est que on veut avoir des politiques imposées du sommet. Or, ce qui réussit, qui booste le développement, c'est l'appropriation par la base. Vous pensez que c'est ce qui manque? Absolument, ce n'est pas moi qui le dis. René Dumont, ça c'est un nom très célèbre dans le secteur de l'agriculture. René Dumont, un agronome français, a écrit en 1962 un livre intitulé « L'Afrique noire est mal partie ». L'Afrique noire est mal partie. Lorsque vous lisez ce livre écrit en 1962, en 2024, il est d'actualité. Il a dit ceci: après les indépendances, les Noirs étaient contents de singer le blanc, porter la veste comme moi, la cravate, travailler dans les bureaux, oubliant que ce qui a fait de l'Occident ce qu'il est, c'est le travail de la terre. Voilà pourquoi la loi sur l'artisanat vise à promouvoir le milieu rural. N'est-ce pas? Parce que il faut, s'il y a eu l'exode rural, alors il faut créer l'exode urbain. C'est-à-dire qu'il faut pousser, il faut mettre en place des politiques publiques incitatives pour que les gens rentrent au village. Aujourd'hui, nous prenons un cas tel que le centre du pays. Le centre du pays, les gens avaient haï l'agriculture. Ils se sont donnés, n'est-ce pas, aux travaux miniers, aux diamants. Il n'y a plus de diamants, ils se déversent à Kinshasa, n'est-ce pas? Mais si on met en place, à travers la loi sur l'artisanat, des mécanismes d'incitation pour que les gens rentrent au village, trouver, n'est-ce pas, ce qu'ils vont faire au village à travers l'agriculture. C'est quoi? Est-ce que là, vous parlez de la création d'emplois dans le secteur agricole? Exactement, c'est-à-dire la valorisation de l'agriculture, l'intensification ou le financement des travaux au niveau de ce qu'on appelle les organisations paysannes. Donc, dans la colonisation,
il y a eu ce qu'on a appelé le fonds du paysanat indigène. Le fonds du paysanat indigène s'est associé à une loi, la loi du 5 décembre 1933, ou le décret royal du 5 décembre 1933, où le roi des Belges avait mis une loi pour dire, si toi, un Belge, tu veux faire l'agriculture dans la colonie, tu ne peux pas, toi, résider en Belgique. Il faut que tu ailles résider à côté de tes plantations. Donc, c'était ça la loi. C'était ça le principe. C'était ça le principe. C'est ça qui nous a amené à avoir, n'est-ce pas, des colons belges qui ont développé leurs plantations à côté. Et cela avait un impact aussi sur le développement de la périphérie. C'est ça. Et là, c'est la première proposition avant de prendre ce premier dossier. La deuxième loi, vous avez la deuxième loi, c'est la loi sur le filtrage des investissements. On ne peut pas laisser l'ANAPI faire la promotion des investissements pour tout et rien pendant qu'on veut développer la production locale. Ceci veut dire... Vous pensez que ça, c'est contre le développement de la RDC, c'est que fait l'ANAPI? Absolument. Pourquoi? Parce que la Constitution, vu qu'on en parle trop ce dernier temps, dans son article 47, dit que le droit à la santé et la sécurité alimentaire est garanti par l'État. Ceci dit que, n'est-ce pas, le secteur de l'agroalimentaire est un secteur qui est d'abord l'apanage des Congolais. Voilà. Et c'est ça qu'en ce moment-là, on doit mettre des quotas. Si on ne doit pas laisser les Libanais, les Indiens importer le riz comme ils veulent, pendant qu'on veut développer le riz de Bumba et le riz de Lodja. Aujourd'hui, nous avons les expatriés qui sont même dans les petits commerces, ils commencent à vendre des assiettes, ils vendent des télévisions, ils viennent même faire des porte-à-porte. Et là, ça se passe en RDC sous un regard silencieux des autorités. Et voilà, là l'importance, n'est-ce pas, de la loi sur le filtrage des investissements. Est-ce que vous êtes pour la suppression de l'ANAPI? C'est ce que vous voulez dire? Je ne suis pas sur la suppression de l'ANAPI. Je suis sur un travail ciblé des investissements. N'est-ce pas? Vous voulez qu'on recadre la mission de l'ANAPI? Je voudrais qu'on limite. Qu'on limite les secteurs de promotion pour les étrangers. Par exemple, le secteur agroalimentaire devrait être d'abord un secteur pour les Congolais. Au lieu de rechercher les investisseurs étrangers pour planter pour nous le maïs et le manioc, il est important de pouvoir mettre en place des mécanismes d'incitation pour que les cultivateurs, n'est-ce pas, et les associations paysannes aient les moyens et aient l'accompagnement technique nécessaire pour produire davantage. Comme dans, je ne sais pas dans quel pays où pour être politique, ministre, tu dois avoir autant d'hectares, je ne sais pas, de terre, ça ne se passe sous d'autres... On reconnaît Houphouët-Boigny, particulièrement en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Houphouët-Boigny, je crois que c'est la Côte d'Ivoire, pour cela. C'est effectivement, mais il faut faire attention. Cela doit se faire comme il faut, parce qu'un rapport démontre qu'il y a plus de 2000 tracteurs, n'est-ce pas, dans les airs au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des vagues d'opérations de distribution de tracteurs aux politiciens mal encadrés. Et moi, j'étais à Tchilenge il n'y a pas longtemps. On m'a dit, je tais le nom, un dignitaire du pays qui avait reçu un tracteur et qui utilise comme ça 4x4 lorsqu'il est dans son bled. Vous comprenez? Ça, c'est une autorité. Une autorité qui a reçu un tracteur. C'est pour dire, ça c'est lorsque il n'y a pas un encadrement, n'est-ce pas, sur les politiques mises en place. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous sommes 2000 agents suspendus par les gouverneurs de la ville province de Kinshasa, par un communiqué signé par son directeur de cabinet, M. Israël Moutala. L'emploi des jeunes constitue un cheval de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, réitéré lors de son adresse solennelle à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Une nouvelle politique salariale, juste et équitable, garantissant à chaque agent, où qu'il se trouve, un salaire digne et en adéquation avec sa catégorie d'emploi et ses mérites.
À Kinshasa, la Direction générale de recettes des GRK ne l'entend pas de cette oreille. À la grande surprise de plus d'un Kinois, la nouvelle direction installée au mois de septembre dernier a annulé abusivement l'emploi de près de 7000 agents. Nous sommes agents engagés avec des numéros de matricule. Nous avons des affectations affectées dans nos différents bureaux, mais fort malheureusement, on nous a chassés de notre bureau. D'autres, ils ne mettent même plus le pied là-bas. Et il y a des fumeurs, il y a des gens qui souffrent ici. Je ne sais pas si l'État veut que ces jeunes ici deviennent des prostituées ou deviennent des clowns. On se pose trop de questions. Une délégation de ces infortunés composée de près de 700 personnes a bravé la pluie de ce mardi 16 décembre 2024 pour toquer à la porte de l'élu des élus de Kinshasa, le sénateur Jekoko Molumba. Nous sommes venus auprès de vous, vous laissez notre situation. Si vous pouvez plaider auprès du président de la République, question de nous remettre dans le droit. Monsieur l'honorable, c'est à vous qu'on laisse le tout. Si vous pouvez vraiment intervenir à notre cas et nous aider vraiment. Celui que le Kinois appelle papa social va non seulement compatir, mais rassurer ses hôtes en détresse. La seule chose, la seule démarche que moi je ferai en ce moment, c'est prendre votre dossier, aller voir le gouvernement. Le gouvernement qui détient la décision. Et la solution à votre problème. Jekoko Molumba est connu comme l'homme solution. Lorsqu'il s'implique, les résultats sont toujours satisfaisants. Ces agents en détresse ont toqué à la bonne porte et peuvent ainsi attendre une suite favorable. C'est moi le mémo. Je vais essayer de le dire. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui ne tient pas debout. Il est arrivé aujourd'hui, s'il lui révoque les gens que nous avons donné du travail, ou mon collaborateur Ngobi l'avait donné du travail, dans le jour où lui partira, la personne qui va remplacer chassera encore les autres. Ça, ce n'est pas l'état de droit prôné par les chefs de l'État. Ce n'est pas ça. Nous avons déjà un gros phénomène qui nous complique la vie, le phénomène Koulouna. Tous ces jeunes ici, les jeunes mamans, les jeunes garçons, seront dans la rue. Non, on ne va pas se laisser faire, nous nous battrons bec et ongle pour que vous rentrez dans vos droits. Laissez-moi un peu de temps. Le temps de voir le gouverneur. Je ne sais pas s'il a été induit en erreur ou si c'est vraiment sa décision. Laissez-moi le voir. L'opinion qui assiste à ce spectacle en cette fin d'année 2024 est en droit de se demander si ces mesures antisociales contribuent-elles à réaliser le projet social « Le peuple d'abord ». Visiblement, ce document signé par Israël Moutala, directeur de cabinet de Daniel Bumba, montre noir sur blanc que le gouverneur de la capitale de la République démocratique du Congo, Daniel Bumba, s'approprie les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. D'aucuns se demandent si ce gouverneur est le germe du sphinx de Limété, car Étienne Tshisekedi a prôné jusqu'à son dernier souffle le peuple d'abord. Avant que le pire n'arrive, dans la capitale de la République démocratique du Congo, le parti au pouvoir devra se ressaisir pour ne pas vider la vision du pouvoir, le peuple d'abord, de tout son sens. Aussitôt parti en vacances parlementaires, l'infatigable député national Richard Mona Mboumou a été aperçu sur terrain. Ici, l'élu de la Tchangou est venu s'enquérir de la situation de l'insalubrité devenue monnaie courante dans quelques coins de la capitale congolaise. Accompagné du bourgmestre de la commune de Lansele, l'incontournable Richard Mona Mboumou s'est automatiquement investi pour l'évacuation de ces immondices. À l'approche des festivités de fin d'année, ce député national dit prendre la situation à bras-le-corps afin de permettre à sa population de passer ces moments dans un environnement sain et propice. Moi, avec cette équipe communale dirigée par Mbonzo Lameso, nous avons cette obligation de bien vouloir nous approprier de l'insalubrité pour que notre population puisse fêter dans de bonnes conditions, dans toute quiétude. Parce que nous n'aimerions pas, étant les décideurs, que notre population, l'un de notre population, puisse fêter sur un lit de l'hôpital, nous ne l'acceptons pas, face à la maladie, face à la typhoïde. Non. Le bourgmestre de cette municipalité en a profité de la présence du député national Richard Mona pour lancer un plaidoyer concernant la dotation des matériels appropriés.
Honorable Darla, je vous dis que si vous voyez toutes ces choses en train de traîner, c'est des fautes parce qu'on n'a pas de matériel. S'il y avait des matériels appropriés, on voulait déjà dégager. On n'a que 3 motos. Et ces 3 motos, tous, ça représente absolument rien. Au niveau des terres jaunes, nous avons tiré, mais on a toujours des problèmes. Donc, du fait que vous êtes là, les deux auprès du gouverneur, les deux auprès des autorités, que chaque commune soit dotée notamment des engins qui nous permettent, puisque lorsqu'on a activé, on peut directement évacuer. Un député national qui se préoccupe du bien-être de sa population rime de ses faits avec Richard Monamboumou. Merci pareil, ma chère. Des passagers presque normaux dans ce métrobus d'Istanbul. Sauf qu'ici, il s'agit du gouverneur de la ville de Kinshasa et de son ministre de Transport. Daniel Bumba et Bob Amiso expérimentent ce BRT. Un système qui offre un service de transport rapide, confortable et efficace que le numéro 1 de la ville compte implémenter à Kinshasa. L'une des solutions pour lutter contre les embouteillages et ainsi améliorer la mobilité des Kinois qui fait ses preuves non seulement en Turquie, mais également dans quelques pays africains. Justement pour un projet tous expérimenté, il y a Métrobus, ça dit BRT. Nous implémentons à Kinshasa pour faciliter la mobilité à Kinois. C'est-à-dire que Kinois va à l'aise pour te taper solution à la problématique à l'embouteillage. Donc, OESA expérience. Donc, situation beaucoup vivant, il a pire que OESA de revivre les lots. C'est-à-dire que Métrobus, OESA ligne directe, OESA facilité, tout va se mouvoir en Kinshasa. Kinshasa, la Kimia. Pour Daniel Bumba, tout est fait suivant les directives du président de la République, soucieux de voir les Kinois se mouvoir en toute sérénité et dans des bonnes conditions. Après cette mission, la directive claire pour la solution à la situation. Nous avons une solution pour proposer pour la Kinshasa pour que BRT soit côté et permettre à Moutou allons à naviguer tranquillement en toute sérénité et sûreté pour que, à comme l'objectif de Gazo Kende. Théoriquement, on est besoin de compter au sein de Kinshasa, parce que c'est une étude de préfaisabilité pour que ça les mains. Donc, il y a 27 km où concernés Métrobus pour réaliser à Kinshasa. Alors, professeur Patrick Onoya, le président de la République a abordé presque tous les secteurs de la vie, dans son allocution, son adresse bien sûr à la nation. Alors, comment est-ce que de manière générale, on est resté sur l'agriculture, vous avez accueilli le discours du président de la République? Merci, je l'ai accueilli très favorablement. C'est comme ça, je disais que il est très important que nous continuions à soutenir le chef de l'État au niveau de la réflexion et que cela réellement se distille au niveau de son gouvernement. Lorsque l'on peut féliciter, on peut et on doit féliciter le chef de l'État pour avoir atteint, cette fois-ci avec son gouvernement, 11% dédié à l'agriculture. La première fois que nous dépassons la déclaration de Maputo, depuis 2003, veut que les pays africains, donc de l'Union africaine, puissent réserver un minimum de 10% à l'agriculture. Nous sommes à 11%, c'est à féliciter. Mais tout dépend, n'est-ce pas, de la manière dont ces 11% seront utilisés. Et à ce niveau-là, nous voulons donc contribuer au niveau de la réflexion en identifiant au moins 4 pôles, n'est-ce pas, d'utilisation, de financement dans le secteur agricole. Le premier pôle, c'est le pôle des infrastructures. Et en ligne de mire, on a les routes de desserte agricoles. Et j'insiste qu'il est important que les routes de desserte agricoles soient développées dans le cadre des filières que l'on veut développer. On ne peut pas se mettre à faire une répartition géopolitique, n'est-ce pas, des routes de desserte agricole. Non. Il doit y avoir un plan. Il doit y avoir un plan agricole en fonction des filières que l'on veut développer, n'est-ce pas, qui identifie les bassins de production. Ce plan n'existe pas encore?
Eh bien, il a toujours existé des plans, et de nos jours, il existe ce plan PNDA, mais ici, nous sommes en train de parler de se fixer des objectifs clairs, n'est-ce pas, de façon spécifique et de façon aussi mesurable, des quantités que nous allons mesurer. Par exemple, à ce jour, le ministre de l'Agriculture a fait une distribution de semences pour la saison A. Nous souhaitons, n'est-ce pas, qu'une évaluation soit faite. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est le gaspillage. En tout cas, déjà pour la première, avant de passer à la saison B, si c'est le maïs, nous savons que dans 3 mois, n'est-ce pas, le maïs déjà pousse. Ça signifie que vers février, il faut qu'il puisse y avoir déjà une évaluation. Les semences de maïs qui ont été données pour le mois de septembre, qu'est-ce que cela a donné? Faut-il? Il y a des partenariats à briser, il y a des partenariats à encourager, et il y a des partenariats à féliciter. N'est-ce pas? Donc, il y a des gens qu'il faut éliminer sur la liste. Deuxième pôle d'investissement, c'est ce qu'on appelle les aménagements agricoles. Donc, au-delà des routes de dessert agricoles, il faut aménager des espaces. Il y a des espaces agricoles qui ont des points d'eau très loin, n'est-ce pas? Il y a des points d'eau à aménager, des points d'électrification à aménager. L'aménagement agricole est un travail important pour faciliter les agriculteurs. Et ça, c'est un travail auquel le colon belge ayant donné les quotas, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, il y avait des quotas de production pour les villageois. Et il faut retenir que si nos mamans ont l'habitude de faire l'agriculture, ce n'est pas toujours par la volonté. C'est parce qu'il y avait des quotas par famille et en fonction du nombre de femmes. Et en plus des routes de dessert, il n'existe plus. En plus des routes de dessert agricoles, n'est-ce pas? Il y avait les aménagements agricoles, comme j'ai dit, les différents points d'eau qui sont en fait des infrastructures de génie civil. Alors, Patrick Oloya, Félix Tshisekedi est revenu quand même sur cette situation qui n'épargne personne dans la capitale de la RDC. Peut-être qui épargne que le président de la République, Félix Tshisekedi, les embouteillages. Parlons des embouteillages. Quelques jours après, on a le gouverneur de Kinshasa annonce qu'il va exploiter le fleuve. Que pensez-vous de cette initiative? Merci beaucoup. On voit ce genre d'initiative dans les pays de l'Europe du Sud, tels que l'Italie, on en voit aussi en Espagne, mais aussi en plein Paris. Aussi, on a ce genre d'initiative. C'est qu'a priori, ce n'est pas mauvais de penser à exploiter le fleuve, mais il faut nécessairement des études préalables, n'est-ce pas? Quelle est la population que l'on veut qui puisse bouger? Et cette population qui bouge est localisée où? Quels sont les débarcadères? Où seront placés les différents débarcadères, n'est-ce pas? Est-ce que réellement il y aura une prise en compte de la sécurité? Les canaux de sauvetage qui font toujours défaut, on voit 25 morts, 30 morts, comme si ça ne nous pose pas un problème sur les cours d'eau congolais. Je dis que c'est une initiative bonne a priori, mais nous invitons, n'est-ce pas, l'hôtel de ville, nous invitons les initiateurs du projet à analyser la question dans ses différentes facettes, que ce soit au niveau démographique, n'est-ce pas, du flux de personnes qui veulent bouger, pour voir son impact, au niveau des infrastructures, comme j'ai dit, des débarcadères, à quel niveau? Y aura-t-il simplement de l'aéroport, un débarcadère et en ville, ou il y aura ceux de Massina, ainsi de suite? On sait que c'est la Chine populaire. Quelles sont les conditions de sécurité qui sont mises en place en cas d'incident ou d'accident sur le fleuve? Nous avons besoin de voir un plan pour une fois, n'est-ce pas, bien coordonné, bien planifié. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais qui se posent quand même des questions autour de ces embouteillages. Dès lors que vous êtes sur une route déjà bouchée, une route bloquée avec les embouteillages, mais quand vous avancez un peu loin sur une autre artère, vous trouvez que la route est presque dégagée. Est-ce que le problème de fond sont souvent soulevés? Madame, pendant que vous parlez, je me rappelle toujours d'une scène qui est d'ailleurs commune sous d'autres cieux. C'est laquelle? De voir la joie d'une personne lors de la délivrance de son permis. Et ce sont des scènes quelquefois on peut filmer.
pour voir comment il y a le sérieux sous d'autres cieux pour devenir usager de la route. À chaque fois, il est important que nous puissions nous fixer sur le présent, sur le court terme et sur le moyen terme. Lorsque nous parlons des embouteillages aujourd'hui, nous voyons le présent. Mais nous savons que la source, avant tout, c'est l'indiscipline des chauffeurs, mais aussi l'indiscipline des agents commis, n'est-ce pas, à la circulation routière. Mais aussi, il faut ajouter l'indiscipline de certaines autorités qui font le sens unique et qui montrent l'exemple aux autres conducteurs. Absolument. C'est-à-dire que moi, je pense que nous devons à chaque fois penser au présent, mais qu'est-ce que nous faisons pour que ces choses ne se répètent plus? La question du permis de conduire. De nos jours, avec le nouveau permis de conduire, il y a une tendance, je me suis rendu, je ferai mon test bientôt. Ah, vous avez déjà commencé le processus? On a cru que c'est un peu lent et un peu compliqué, beaucoup d'argent, c'est vrai ça? Oui, parce qu'au moins aller à 150 $ pour un permis, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? N'est-ce pas? C'était quand même étonnant pour moi qu'on aille jusqu'à ce niveau-là. Nous demanderons quand même aux autorités, s'il y a lieu même qu'une subvention, n'est-ce pas, qu'il puisse y avoir une subvention ou une contrepartie, quoi que ce soit. Je ne vois pas un chauffeur de 207 dépenser 150 $ pour avoir ce permis, n'est-ce pas? Mais sinon, au début, on voit qu'ils veulent faire des efforts pour respecter le test ou pour passer une formation. Mais nous reviendrons toujours sur la question des routes secondaires. La question des routes secondaires qui peuvent aider, n'est-ce pas, à... C'est Kinshasa a encore des routes. Et ça que nous disons, hier je passais sur Kabambare, bon, heureusement que l'hôtel de ville va commencer les travaux bientôt. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est une route ça, ou c'est quoi que ce soit, c'était terriblement compliqué. Donc nous voulons simplement dire, ma préoccupation est que je veux qu'on se préoccupe d'aujourd'hui, mais que les autorités, à la fois provinciales que nationales, nous disent comment ils se projettent. Quel est le plan qui est mis en place pour que si on ne sait pas résoudre ça définitivement aujourd'hui, quel est ce plan? Quel que soit le changement de la Constitution qui va être respecté. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des observateurs qui essaient de décrire un peu les autorités que nous avons en République démocratique du Congo. Il y a quelqu'un qui disait, nous avons des autorités, pour la plupart qui ne réfléchissent pas État, mais qui sont là. Inauguration, ouverture, formation, clôture, aller donner des diplômes et autres, mais aborder les questions, les vrais problèmes de chaque secteur, ça n'existe pas. Est-ce que c'est aussi votre regard? Personnellement, je l'ai dit au colloque sur l'enseignement supérieur et universitaire qui a eu lieu la fois passée. J'ai dit en tant qu'intervenant, j'ai dit à Madame la ministre, il ne serait pas concevable que ce colloque soit comme les autres, n'est-ce pas, comme les états généraux qu'on a vus se succéder. Maintenant, on a des états généraux. Oui, nous, on aime les termes à la mode, n'est-ce pas, qui se sont succédés, où d'abord, les résolutions des états généraux passés n'ont jamais été exécutées, n'est-ce pas, et on va en faire encore. Je pense qu'il y a une nouvelle dynamique. Le gouvernement souminois veut faire la différence et ce n'est pas compliqué pour nous que d'attendre de voir s'ils vont faire la différence. Mais est-ce qu'ils sont déjà en train de faire la différence? Parce qu'il faudra quand même des signaux forts. Je pense que toute la population, autant que moi, a apprécié le message du chef de l'État sur l'évaluation. Parce que, comme on dit, un diplôme est une présomption de connaissance, n'est-ce pas? Et aussi, ils ont été mis là, présomption de connaissance que tel connaît les infrastructures, tel connaît l'agriculture. Vous pensez que c'est ça? Je disais que... C'est la politique. Je disais que... C'est la politique. L'évaluation. Moi, je suis pour ceux qui penchent pour l'évaluation. Parce que nous sommes partis sur la présomption. Mais une année après, il y a lieu de pouvoir évaluer de façon concrète ce qui. Et nous encourageons
le chef de l'État, pour l'intérêt de la population qu'il a renouvelé sa confiance, de pouvoir être intransigeant face à l'incompétence. Voilà ce que moi je pense. Alors, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui quand vous quittez de chez vous, vous mettez dans les rues de Kinshasa, vous voyez le visage que présente aujourd'hui, l'image que présente aujourd'hui la capitale de la République démocratique du Congo? Je suis triste d'être intellectuel. Ah? Oui, pour la simple raison qu'un intellectuel, par définition, c'est un homme capable de trouver des solutions aux problèmes de la société. Allez-y. En 1960, nous n'avions pratiquement pas d'universitaires. Mais lorsque vous voyez les Congolais de 1960, la manière dont ils réfléchissent, lorsque nous écoutons même les vidéos simplement, et nous voyons les actions, nous nous posons la question, à 70 ans de l'Ovanium, né en 1954, aujourd'hui en 2024, avec autant de docteurs, autant d'experts, est-ce que c'est ce visage autant de professeurs à notre honte, est-ce que c'est ce visage que nous devons présenter? Je pense qu'à notre honte, nous devons au minimum en ce moment nous mettre au travail. Est-ce que Daniel Bumba est bien l'espoir de Kinshasa? Cette question, Daniel Bumba, je suis de l'UDPS, c'est un gouverneur de l'UDPS, mais le président de la République issu de l'UDPS a fustigé, n'est-ce pas, la nomination des gouverneurs, n'est-ce pas, et c'est une des raisons qu'il a présentées dans sa volonté d'émettre cette réflexion sur la révision constitutionnelle. Permettez-moi de faire une observation. En une minute, on va continuer avec... Une minute. J'ai observé et j'ai apprécié ce qui se fait aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se fait là-bas? Aux États-Unis, il y a un gouverneur élu et il y a un manager qui est là nommé. On sait que... Nommé par qui? Par le président? Qui est nommé par concours. Ah, par concours. Concours. Il est là par concours, c'est le manager de la ville. Et le gros du travail ne se fait pas par le numéro 1, mais se fait par le numéro 2, qui est le manager de la ville. Voici des modèles, n'est-ce pas? Parce que par politique, dans la politique est par nature subjective. Ceci veut dire que c'est votre chance si vous avez un bon candidat. Mais il existe un individu qui, lui, c'est sa profession, n'est-ce pas? Et je pense qu'une réflexion sur la nomination des gouverneurs nécessite d'être lancée. Mesdames, Messieurs, place à ce dossier qui va nous permettre de parler de cette question qui fait parler plus d'un Quinois, plus d'un Congolais de la RDC, changement aux révisions de la Constitution de la RDC. Les circonscriptions de Yakoma et Massimanimba ont enfin leurs élus nationaux et provinciaux, une année après l'annulation des scrutins de décembre 2023 pour fraude électorale. Cette fois-ci, les élections législatives nationales et provinciales se sont bien déroulées, ce qui a permis à la CENI de publier les résultats provisoires juste 72 heures après. Pour le président de la CENI, Denis Kadima, son institution a mis tout en œuvre pour garantir la transparence dans ce processus électoral. Et par sa vision d'être une CENI de standard mondial, favorisant une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo, la CENI a déployé tous les moyens à sa disposition pour garantir la transparence de ce processus électoral. Grâce au centre électoral Bossolo, devenu une structure permanente. Le nombre des sièges pour ce qui est de la députation nationale en ce qui concerne le Nord Ubangi et des 2 députés sont élus à titre provisoire. Mboui Kayani Mboui du parti APMLC, il a obtenu 20 263 voix, suivi de Nzangi Ngelbi Antoine du parti Code, dont le nombre de voix obtenues est de 18 774 voix. Le nombre de sièges pour la députation nationale en ce qui concerne le Nord Ubangi est de 2 députés. Alors,
sont élus à titre provisoire 1. Mboui Kaya Nyi Mboui Guido. À Massimanimba, toujours dans la députation nationale des élections de 2024, le nombre des sièges prévus est de 5. Sont provisoirement élus, notamment les personnes ci-après. Manzenga Mongazu Didier AAC Palou, 13 833 voix obtenues. Kamisendu Kutaku Jean ADD, 13 324 voix. Kinkei Moulumba Trifon AAP, 10 600 voix. Passons à Massimanimba. Toujours l'élection nationale, dans la députation nationale de 2024. Nombre de sièges à pouvoir 5. Sont provisoirement élus les personnes ci-après. 1. Mazenga Mukanzu Didier, AAC Bar Palou. Ils étaient 240 candidats à compétir pour la députation provinciale à Yakoma. Denis Kadima dévoile ici la liste provisoire des élus provinciaux. À noter que les circonscriptions électorales de Yakoma et Massimanimba connaissent désormais leurs députés nationaux qui ont été élus provisoirement en attendant les résultats définitifs qui seront publiés par la Cour constitutionnelle. Tête d'affiche de la délégation du parti IRC dont il est président national, Gabriel Zagabé Mouzoussa. Avec lui, la première vice-présidente du parti Anima Tundumbambi et le secrétaire général Franck Ngalula Bwanga sont les bienvenus au cabinet du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Premièrement, notre reconnaissance. Auprès du professeur André Mbata, Gabriel Zagabé a dit toute sa gratitude pour sa présence aux dernières assises de son parti, qui ont notamment évoqué des questions d'actualité et celles internes. Nous sommes venus remercier, restituer. Remercier parce que l'Union sacrée nous a fait la fierté. Lors de notre premier congrès, vous étiez là, nous avons été honorés par la présence de l'honorable professeur Mbata, et qui a représenté toute la grande famille, mais aussi le chef de l'État, selon ce qu'il a exprimé. Il est venu représenter valablement l'organisation et l'autorité morale. Et il nous a donné de pagne comme symbole d'appui, d'accompagnement. Nous verrons nos mamans porter ces pagnes bientôt. Ce n'est pas le pagne qui vraiment est le message important, c'est le geste d'accompagnement. Il l'a résumé par ces gestes et nous avons beaucoup apprécié. Nous sommes contents, nous sommes fiers et nous remercions cette manière de faire. Une reconnaissance qui s'est faite accompagnée d'un portrait. Tout un message a expliqué le président de l'initiative pour les rêves congolais. Le portrait, c'est un message. Nous voyons le combat que mène le chef de l'État pour que le Congo puisse décoller. Ces grands éléphants puissent finalement s'élever de ses pattes. Et la réflexion qui a été le message du chef de l'État lors du congrès, le congrès réunissant les deux chambres, ces messages appelant le peuple congolais à la réflexion sur des réformes constitutionnelles. Nous avons des grands constitutionnalistes dans notre pays, et parmi lesquels il y a le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Il fait foi dans le domaine, et voilà, il porte aussi ce combat. Donc pour nous, le voir à côté du chef de l'État, menant le combat à conduire le Congo dans un chemin de réflexion. Depuis sa création il y a 7 ans, le parti Initiative pour les rêves congolais a eu à organiser son premier congrès du 29 au 30 novembre 2024 dans la commune de la Gombe, en présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Professeur Patrick Onoya, vous êtes professeur des universités, lobbyiste et stratège en investissement, mais les questions politiques vous intéressent. La constitution du pays, quelle est votre position? Ma position est celle du chef de l'État. Elle est que c'est une constitution pour laquelle il est important de jeter un regard critique, n'est-ce pas? Un regard critique, un regard indépendant pour savoir dans quelle mesure nous pouvons la faire évoluer afin
qu'elle soit mieux adaptée à la résolution des problèmes des Congolais. Qu'est-ce qui vous énerve dans cette constitution si vous ne vous, pour ne pas vous demander de faire le plagiat de ce que le président de la République a dit, mais vous, en tant que professeur des universités, qu'est-ce qui vous énerve dans cette constitution? Merci beaucoup. D'abord, je dois préciser que je ne suis ni juriste, ni sociologue, ni anthropologue, mais je suis un intellectuel qui a le devoir de jeter un regard critique, n'est-ce pas, sur son pays. Je me questionne, n'est-ce pas, pourquoi dans une constitution comme la nôtre, avec une situation de l'Est aussi critique et aussi poreuse, on peut même insinuer, n'est-ce pas, la possibilité d'une cession de terre, n'est-ce pas, pour des quelconques intérêts internationaux, soient-ils ou africains. Je discutais avec des collègues, surtout les internationalistes, qui me parlaient de la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, il y en a au Cameroun, il y en a au Sénégal, il y en a au Mali, mais moi j'ai posé juste une question. Laquelle? Avez-vous entendu, ne fût-ce qu'un jour, que le Mali a les intentions de prendre une partie du Bénin et que le Sénégal a l'intention de prendre une partie du Mali? Vous comprenez? C'est-à-dire que, or, chez nous, il y a les intentions clairement manifestées et manifestes qui commencent par les accords de l'Émirat avec les 300 km revendiqués, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans les discours, que ce soit du président rwandais, du ministre des Affaires étrangères, ainsi de suite, on a des vidéos qui circulent, qui sont authentiques et authentifiées de cette volonté-là. Ça, c'est de 1. De 2, on a un ensemble d'articles qui parlent de minorité, une minorité relative. Pourtant, on dit bien qu'en République démocratique du Congo, nous avons plus de 500 dialectes. Ça signifie que lorsque vous menez cette réflexion, vous vous rendez compte au fait que la République démocratique du Congo est une république de minorités. Alors, pourquoi il était important de pouvoir mettre un accent sur une certaine minorité? Revenons sur la question des gouverneurs. Sur la question des gouverneurs, s'il vous plaît, au premier mandat du chef de l'État, on a eu environ 30 destitutions. S'il vous plaît, 30 destitutions de gouverneurs. Une situation qui n'a pas permis le développement ou l'évolution de certaines provinces. Comment voulez-vous, avec un éternel recommencement, n'est-ce pas, évoluer dans ces conditions? Nous ne pouvons pas être dans de la mode, n'est-ce pas? Et surtout que lorsqu'on fait un regard critique sur ce qui s'est passé à l'époque de Mobutu, nous nous rendons compte qu'il y a des choses à copier chez Mobutu. Ah, il y a des choses à copier? Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut copier chez Mobutu? C'est par exemple la nomination des gouverneurs non originaires. Nous avons vu ici, je suis né et grandi au Katanga, et quelquefois lorsque je vais rendre visite aux parents au Katanga, on me fait comprendre qu'il y a une deuxième dimension de tribalisme qui est née. Avant, c'était le Katanga contre les autres. Maintenant, c'est ceux de Haut-Katanga avec ceux du Lualaba. Si tu es de Haut-Katanga, tu es du Lualaba, on dit que tu n'es pas chez vous. Si tu es de Lualaba, tu es au Tanganyika, on dit que tu n'es pas chez vous. Mais cette situation, on ne doit pas l'analyser de façon passive. Nous comprenons qu'il y a une question de leadership provincial à analyser, et pourquoi ne pas jeter un regard critique, n'est-ce pas, sur ce qui se faisait à l'époque de Mobutu, qui est bon. Mais on ne peut pas passer la question de la double nationalité, n'est-ce pas? Oui, un débat scientifique doit exister. Vous encouragez? Vous voulez que le Congolais ait une double nationalité? Je suis partant, mais c'est une question qui doit être analysée en profondeur. Nous avons des vaillants Congolais à travers la diaspora qui peuvent aider le pays, qui peuvent faire beaucoup pour le pays, n'est-ce pas? Mais lors du premier mandat du président de la République, les Kinois aujourd'hui ont un mauvais souvenir.
Oui, mais il y a la question de l'Est. l'Est. De la diaspora, aujourd'hui, on trahit le pays. Non, faisons... Le président de la République, vous êtes conscient, professeur. Faisons attention à ce qu'on appelle diaspora. Okay. Dans ce qu'on appelle diaspora, il y a du tout, n'est-ce pas? Et j'ai aimé ce qui s'est passé, par exemple, aux États généraux sur les entreprises du portefeuille. Qu'est-ce qui s'est passé? On a compris que même dans les nominations des mandataires, il était important qu'il existe un critérium. Eh bien, parce qu'on a été dans la diaspora et qu'on n'a même jamais géré une boutique. Et qu'on se retrouve propulsé, moi j'ai quelqu'un comme ça, je ne suis pas de Belgique, mais j'ai de la famille en Belgique qui me disait qu'un était vendeur d'ordinateurs et puis vendeur voilà. d'ordinateurs, et puis ministre en RDC, conseiller. Même mieux, vous comprenez, et qui doit mettre en place des politiques. Alors on se pose la question de vendeur d'ordinateurs pour installer les logiciels à celui qui doit conduire des politiques, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut marcher? Et la question qu'on se pose, c'est la même question même au parti à l'UDPS, il y a une réflexion comme ça de dire, est-ce que c'est seulement par un poste politique qu'on peut remercier un combattant qui a donné, peut-être son parent a donné de sa vie? Donc nous pensons en fait qu'il faut une réflexion de fond sur toutes ces questions. Mais aussi, il y a un autre problème que vous venez de soulever. Nous allons revenir quand même sur la Constitution. Remercier un parent à travers son fils. En donnant à ce fils un poste qui ne sait même pas par où commencer. Une bonne stratégie pour vous? Non. C'est vraiment ce qu'on assiste, selon certains observateurs, c'est ce que nous apporte le parti au pouvoir aujourd'hui. C'est comme ça que je disais qu'il y a des questions qui méritent d'être approfondies. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement dans la politique, c'est dans l'imaginaire du Congolais. Et ça part de la fonction publique. De la fonction publique, oui. Vous allez voir en fait qu'on veut laisser tel enfant. Mais rappelez-vous, pourquoi cette pratique existe? Elle existe à cause de la démission de l'État qui a commencé depuis l'époque de Mobutu. Et qui continue jusqu'à... Et d'abord, le papa qui sort, il sort sans qu'on lui paye le décompte final. Et du coup, c'était devenu comme une solution sociale. On sait que celui qui part, on ne lui donne rien. Mais il faudra également se poser la question, est-ce que l'enfant a les mêmes compétences? C'est comme ça que je vais commencer par les causes. Okay. Pour dire que les causes proviennent des causes sociales. N'est-ce pas? Mais faut-il que l'on copie des pratiques sans réfléchir? C'est ça la question. Et faut-il bombarder quelqu'un qui a à peine fini l'université, directeur général et certains qui étaient pointeurs dans un magasin? Donc on se pose cet ensemble de questions. Moi je crois que c'est un problème de la profondeur de la réflexion. L'entrepreneuriat, par exemple, c'est un secteur qu'on peut réfléchir pour déverser un ensemble de personnes avec des formations associées pour savoir, parce que c'est l'économie qui fait un pays. J'étais au Congo-Brazzaville une fois, un ami congolais de Brazza, je lui pose une question comme ça, c'est dans le cas des affaires, comment vont les affaires? Et lui il blague, hein? Il me dit, la politique. Moi je dis non, j'ai dit les affaires. Mais je dis oui, la politique, ce sont les premières affaires ici. Vous voyez un peu. Mais je me suis rendu compte en fait que ça se disait au Congo-Brazzaville, mais en réalité, la politique aussi, ce sont les premières affaires ici. Pourquoi on peut le confirmer? C'est avoir le nombre de personnes qui sont candidates, c'est pour dire que c'est là que je veux faire l'argent. C'est un défi, n'est-ce pas, pour notre régime, que de remettre les affaires, n'est-ce pas, au centre de l'action politique. Pour finir mon point, je voulais dire, j'ai toujours constaté, été curieux. Lorsque je suis aux États-Unis, je discute avec les amis américains, je pose juste une question. Est-ce que tu sais que Trump a fait ceci? Est-ce que tu sais que Joe Biden, il ne connaît même pas. Il n'a même pas regardé la télévision. Il est dans les affaires. Beaucoup de gens ne regardent même pas la télévision et ne savent même pas ce que leur président fait. Parce qu'ils sont au travail. Vous voyez? Et c'est ça. La dynamique
que je soutiens dans l'agriculture parce qu'elle peut mettre beaucoup de gens au travail et qui alors qu'en vont laisser RDC, la on regarde politique. qu'est-ce que le président a dit, il a fait, on doit caricaturer, on doit, bon, le caricaturer. Parce qu'on est oisif. Il a dit là, à la place de l'œil, il n'aurait pas dû. Regardez sa chaussure, elle coûte autant, donc c'est ce qui intéresse les Congolais. C'est pour dire, c'est pourquoi je viens soutenir et je soutiens davantage l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est le seul secteur qui peut mettre les millions de Congolais au travail. Alors, cette question, vous avez parlé des défis de votre parti Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Comment relever d'abord ce défi entre vous dès lors que ça brûle dans votre maison? Merci beaucoup. Moi, je reviendrai à chaque fois sur les propos du chef de l'État sur cette question. Le chef de l'État a fait savoir que le débat d'idées, n'est-ce pas, est au centre de la dynamique de l'UDPS. Certains Congolais estiment que ça déstabilise quand même le parti. Vous avez vu ces affrontements lors de l'adresse du président de la République, son discours à la nation. Ça n'honore pas quand même le parti. Exactement. Mais nous pensons au fait que la meilleure, c'est que la bonne nouvelle et que je peux annoncer aux téléspectateurs, c'est que très bientôt les choses vont être fixées. Il y a un débat d'idées et un grand débat d'idées qui a pris naissance au parti et très bientôt le chef est réellement un démocrate et l'UDPS est réellement un parti de démocrates et très bientôt l'ordre reviendra dans la maison. Madame, Messieurs, prenons ce dossier et on revient sur la question de la Constitution avec la position notamment de l'opposition de la RDC. Article 1er. Sont nommés au grade des lieutenants généraux des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Banza Mwilambwe Jules, matricule 169 97 13 402 56. Kabamba Wakasanda François, matricule 161 82 54 533 41. Kassongo Kabwik Jean-Pierre, matricule 172 98 11 341 59. Article 2. Sont nommés au grade de général-major des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Maloubuni Martin, matricule 155 79 430 79 83. Makombo Mouinaminaï Jean-Robert. Je reprends. Makombo Mouinaminaï Jean-Roger, matricule 161 85 029 06 94. Biagolo Ngondo Antoine, matricule 168 88 72 618 89. L'armée a besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Le commandant suprême a besoin de jeunes intelligents. L'édition 2024 du concours national d'admission aux écoles militaires a démarré ce samedi 14 décembre 2024 sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, elle a été lancée par le lieutenant-général Rupasir Arumbu Obed, commandant général des écoles militaires, en présence du général de brigade Maïcha Sepambuka Etienne, commandant adjoint de la 14e région militaire. Parlant de l'organisation de ces concours, le commandant général des écoles militaires appelle à plus de représentativité féminine. Donc aujourd'hui, comme je le dis, il y a un grand pas qui est fait. De l'année passée à cette année, on est passé de 900 participants à 1700. Et donc ça montre combien les jeunes sont déterminés d'aider leur pays dans la défense et l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi j'encourage une fois encore nos parents de sensibiliser nos enfants, pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles. Quelques candidats se sont exprimés au terme des épreuves. C'était pas facile, mais quand même, j'espère qu'on va réussir. Ce que je peux vous recommander,
avez-vous pu rester à la maison, de venir participer? Je sais que Dieu va vous faire grâce. Nous tous, on va réussir. Les examens sont bien déroulés. On a fait l'examen de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment foutu. Donc je demande à tous les jeunes qui ont la bonne foi de servir la nation, qu'ils viennent. Il est temps. Professeur Patrick Onoya, vous avez suivi le dernier communiqué où la correspondance de l'opposition adressée à plusieurs personnalités, notamment le ministre de l'Intérieur, l'opposition qui annonce déjà des marches, des manifestations en RDC pour dire non au projet qui constitue un projet du président de la République de changer la Constitution ou réviser même la Constitution pour ses propres intérêts. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on fasse la part des choses dans les propos de l'opposition. Il y a une grande partie de procès d'intention. Pourquoi je le dis? Parce que toutes ces personnes, en commençant par Martin Fayulu, Délice Sanga et les autres, lorsqu'ils ont été candidats à président de la République en 2023, ils ont émis le vœu de pouvoir modifier, réviser ou changer, selon l'expression, la Constitution, parce que, au fond, ils sont tous convaincus qu'il y a des choses qu'il faut changer. Mais pourquoi cette position aujourd'hui? Eh bien, ce n'est qu'un procès d'intention. Moi, je dis, il est important qu'on laisse le débat intellectuel, n'est-ce pas? Et non pas politique. Avant tout, je penche pour le débat intellectuel. Le débat intellectuel, c'est celui qui nous amène, ne fût-ce à pouvoir faire, n'est-ce pas, une analyse anthropologique, sociologique, avant tout. Moi, je dis toujours que le débat de droit est le débat qui doit être le dernier. Mais le premier débat, il doit être anthropologique, il doit être sociologique. Je reprendrai par exemple la notion de chef. Ne copions pas une démocratie sans d'abord être des Africains, n'est-ce pas? Vous vous rappellerez que, on le disait même au premier mandat, même à l'époque de FCC Cash, que quel que soit ce qui va se faire au gouvernement, c'est seul Fachi qui sera comptable. Mais c'est lui qui répond. Merci. Quand un ministre vole, quand ça ne marche pas, on dit, mais le président de la République... Merci. Oui, c'est Félix Tshisekedi qui répond. Et pourquoi ce président-là peut être en train de subir un gouvernement et à la fin, on va dire que c'est lui? Vous savez pourquoi? C'est parce que dans l'imaginaire africain, l'imaginaire congolais, de l'anthropologie, de la sociologie, il n'y a qu'un seul chef. Alors, réfléchissons afin que nous n'ayons pas calqué, n'est-ce pas, des textes français ou belges qui ne réfléchissent pas comme ça. C'est ça que moi je dis. Je dis que le débat intellectuel, dans toute sa rigueur, doit exister. Et que le droit constitutionnel, moi je dis ça aux constitutionnalistes, moi je respecte les constitutionnalistes qui me développeront un droit constitutionnel qui intègre la sociologie, l'anthropologie congolaise. Pas un droit constitutionnel à la française, à la belge, parce que cela souffre de la nature des peuples. Je respecterai un internationaliste qui me développe les relations internationales, qui intègre la sociologie et l'anthropologie congolaise. Donc, et ça, c'est très important. Les relations internationales made in Congo, c'est ça? Exactement. Même l'économie et même la finance, n'est-ce pas, que nous aimons. Vous voulez que chaque domaine soit taillé aux réalités de la RDC. Qu'on arrête de faire le copier-coller. Pourquoi cela est important? C'est parce que le développement se trouve dans la culture. Et sans que nous ne puissions constituer le rêve congolais. Quel est le rêve congolais? Il existe un rêve américain, il existe un rêve français, il existe un rêve chinois, il existe un rêve indien qui tire son essence dans la culture. Nous, le rêve congolais, la Poto. Vous voyez un peu. Alors c'est compliqué, c'est pourquoi il est important qu'il y ait une grande contextualisation de nos réflexions.
Sinon, ben, on est là pour perpétrer. On n'est pas des intellectuels, on n'est que des universitaires. Ça signifie, un universitaire, la différence avec un intellectuel, c'est qu'un universitaire a des connaissances pour faire la continuité d'un système. Mais nous devons apporter de la rupture, de dire, ça se faisait comme ça, stop. On n'a pas pu évoluer avec ça. Voici la nouvelle façon. Voilà pourquoi, avant le débat politique sur les questions de la Constitution, je souhaite à ce que l'opposition ne nous distraie pas pour qu'on ne rate pas le vrai débat intellectuel. Et j'insiste aussi, c'est ma plaidoirie auprès du chef de l'État, que la commission à convoquer soit une commission intellectuelle, une commission scientifique. On n'a pas besoin simplement des grands noms qu'on connaît, non, non, non. Il y a un ensemble de scientifiques éparpillés à travers le pays, des anthropologues, des sociologues, des bons juristes, pas connus du public, mais des bons scientifiques qui peuvent nous pondre, n'est-ce pas, des analyses intéressantes et impersonnelles. Ensuite, viendra la politique. Alors, que pensez-vous alors aussi d'un côté, nous avons également les hommes d'église, notamment la SENCO, qui n'est pas d'accord avec la démarche du président de la République. Et on voit également dans cette même lignée la société civile, notamment avec Maître Jean-Claude Katende, qui a la même position. Merci beaucoup. Et généralement, les patrons des églises, je les appelle comme ça, manifestent leur point de vue personnel en tant qu'hommes, en tant que Congolais. Et parlent quand même au nom de l'Église. Profitant, n'est-ce pas, de cette position. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique du cardinal Fridolin Ambongo. C'est de lui exactement que je parle. De la Saint-Cholet. Lui-même, en tant qu'individu avec tous ses droits, est un homme appelé à avoir un penchant politique. Et l'Église, en tant qu'Église, est apolitique. N'est-ce pas? Et le même, on a vu même le cardinal Monsengo être dur envers le régime de Kabila. On a vu le même Monsengo changer. Nous l'avons vu, image à l'appui, n'est-ce pas? Et être content avec les animaux à Kingakati. Donc, et là, nous allons dire que il avait des positions de l'Église. C'était les positions de l'individu Monsengo. Non, à la recherche des intérêts personnels? En tant qu'individu, c'est ce que vous voulez dire? Je dis qu'en tant qu'individu, il a tous ses droits d'avoir un point de vue, n'est-ce pas? Et que cela ne devrait pas... C'est un leader. Et c'est là maintenant que le danger existe. Il y a ce danger-là, n'est-ce pas, de pouvoir amener les gens dans une position, mais qui est une position personnelle. C'est à ce niveau-là que je vais appeler tous les leaders d'église, pas seulement ceux de l'église catholique, musulmane, les protestants, les églises de réveil, à comprendre leur responsabilité historique par rapport à leurs fidèles lorsqu'ils expriment un point de vue personnel, n'est-ce pas, mais qui peut être pris comme un point de vue de l'Église. Là, c'est un danger. Un danger, et il est important parce que pour certains cas, ils seront mis face à leurs responsabilités pour avoir pris une position politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, la chair, devant des fidèles, devant des chrétiens, c'est un espace pour parler politique? Parce qu'on a l'impression que cette pratique prend quand même de l'ampleur dans les églises de la RDC. Moi, je suis content de la commission de l'IGF sur les 1 million de dollars reçus par les différentes confessions religieuses. J'aimerais aussi qu'avec le même élan, n'est-ce pas, où les pasteurs d'église parlent de la politique, puissent faire aussi le rapport de l'utilisation de 1 million de dollars par diocèse. Je pense que ça serait le même élan et en ce moment-là, nous serions ça sera de l'équité, n'est-ce pas, qu'on utilise réellement la chair pour parler de tout et de rien. C'est à ce niveau-là qu'il y a le danger. Et j'appelle la population à de la maturité, n'est-ce pas, lorsqu'on écoute les hommes d'église, qu'ils soient de quelque bord que ce soit, d'exercer son esprit critique. Parce que souvent, les hommes d'église présentent leurs opinions personnelles.
Alors, professeur Patrick Onoya, situation sécuritaire dans l'est de la RDC, ce rendez-vous raté de Luanda, pour certains Congolais, est un coup dur contre Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant que négociateur, Félix Tshisekedi était informé et savait qu'il n'allait pas venir. Ça, c'est un fait. Mais moi, je suis un... Mais il n'est pas rattrapé par ses propos parce qu'il avait dit « Moi et Kagame, c'est le mot au ciel ». Certainement que Kagame reste sur ses propos du président de la République. Non, vous savez, nous sommes en négociation. Et puis, nous sommes en négociation. Et lorsque nous sommes en négociation, il y a toujours des positions que l'on peut considérer en un moment tout comme en un autre. Mais retenez que ce débat ici, du point de vue du droit international, pose un sérieux problème. La guerre de l'Est pose un sérieux problème sur la qualification, n'est-ce pas, de ce conflit. Le Rwanda penche sur le fait que la guerre de l'Est est un conflit entre Congolais. Entre Congolais. Entre Congolais, considérant le M23 comme un mouvement congolais. Et que si le Rwanda est sur nos terres, c'est à cause des FDLR qui n'ont jamais, n'est-ce pas, cessé et qui sont soi-disant instrumentalisés par le gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais dit que nous sommes face ici à un conflit international d'un pays voisin qui attaque un autre. Le Rwanda, Kagame, est au courant que la République démocratique du Congo est en train de constituer un dossier contre lui à transférer à la Cour pénale internationale. Mais pour qu'un jour Kagame soit cloué, il faut que du point de vue de la qualification de cette guerre, on dise, n'est-ce pas, que c'est une ingérence d'un pays étranger dans le sol congolais. Et dans les négociations de Luanda, la République démocratique du Congo a insisté pour qu'il soit établi que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Mais les Rwandais savent la conséquence. Il y a déjà des rapports des experts des Nations Unies. Aujourd'hui, dans toutes les grandes messes quand même diplomatiques, on parle du Rwanda comme agresseur de l'Est de la RDC dans sa partie. La difficulté du droit international, c'est comme on dit, c'est un droit à géométrie variable. Ça signifie que les faits là ne suffisent toujours pas et qu'il faut encore un ensemble d'éléments. Les Congolais considèrent aujourd'hui les autorités congolaises comme si la RDC est plaintive. Parce que dans toutes les grandes rencontres, la RDC accuse toujours le Rwanda. Entre-temps, le Rwanda n'est pas là, le Rwanda évolue. Voilà pourquoi nous apprécions à juste titre l'ensemble des changements effectués par le chef de l'État dans la défense. Pourquoi? Parce que, je le répéterai toujours, dans la stratégie pour mettre fin à une guerre, la stratégie se mène à 3 niveaux. Elle se mène à la diplomatie, elle se mène au renseignement et elle se mène au front. Cela signifie, et d'ailleurs, la situation du front, c'est elle qui oriente toutes les autres discussions. Ça signifie que la tête dure de Kagame aujourd'hui sera fléchie avec les résultats au front. Voilà pourquoi moi j'encourage même le chef de l'État à changer le commandement, même 2 mois après, chaque 2 mois, s'il n'y a pas de résultat. Il y a des gens qui estiment qu'il y a un danger, parce que les gens qui sont là partent avec des secrets. Vous savez, il y a dans le contexte militaire même un mode qu'on appelle la stratégie maillée. La stratégie maillée qui signifie qu'on est en train de faire des rotations sur des points de commandement, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, si les gens partent avec des secrets, il faut savoir aussi que dans le monde militaire, lorsque quelqu'un traîne à un poste, il se familiarise. Et lorsqu'il se familiarise, le danger devient beaucoup plus important. Il est important que la sanction existe, qu'un encadrement existe, le châtiment soit sévère.
n'est-ce pas, pour toutes ces personnes. On n'a pas dit que lorsqu'on l'enlevait à un poste opérationnel, on le renvoie à la maison. Non, c'est un travail de rotation qui se fait et qui va permettre même au chef de l'État de connaître très rapidement les bons éléments. Nous avons appris, pas plus tard qu'hier, même dans la nuit, lorsqu'on a changé des commandants de certaines opérations, la population a festoyé. Vous vous imaginez, c'est déjà un indicateur qu'on enlève un général et que la population soit contente. Mais ce général-là, il a fait combien de temps là-bas? Peut-être 2 ans. Vous imaginez, 2 ans à faire quoi? Il faut de la rigueur et il faut le chrono sur les résultats. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Ce dimanche 15 décembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda, en Angola, pour répondre à l'invitation lui adressée par son homologue João Lourenço, dans le cadre du processus de Luanda censé mettre un terme au conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda. Accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, le chef de l'État s'est directement dirigé au palais présidentiel de Luanda, cadre choisi pour le sommet tripartite. À l'heure indiquée, l'hôte du sommet, João Lourenço, attendait 2 chefs de l'État et finalement, seul le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à son invitation. Les 2 chefs d'État ont fait les constats d'échec de la tripartite voulue par la médiation après l'annulation de participation de la partie rwandaise sans qu'aucune raison ne soit communiquée. Malgré ces constats d'échec, les présidents Tshisekedi et João Lourenço se sont longuement entretenus autour de ces processus qui restent une des alternatives pour mettre hors du territoire national les forces armées du Rwanda. Depuis la veille, les Rwandais ont multiplié les stratagèmes pour torpiller ces processus. Ce samedi soir, la délégation rwandaise a conditionné la signature de l'accord préparé au cours des rencontres précédentes par une nouvelle exigence qui subordonne la signature de l'accord à un dialogue direct entre la RDC et les groupes armés M23, ce qui constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En introduisant cette condition de dernière minute contraire aux discussions précédentes, les Rwandais démontrent une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe armé impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et neutralisation des FDLR. Nous voulons répondre à une promesse du président de la République faite à la population de la province de la Tchoko et de la ville de Kisangani lors de ses derniers passages, mais aussi une décision prise par lui et une instruction nous donnée au cours des conseils des ministres. C'était suite aux événements malheureux qui se sont déroulés au courant des années précédentes dans la ville et dans la province de la Tchoko à travers différents conflits communautaires, d'organiser des assises forums de paix intercommunautaire au cours desquels il nous a demandé de réunir toutes les forces vives de la province, les mettre autour d'une table dans des discussions et des échanges pour identifier les différentes problématiques et au cours de ce dialogue se convenir sur une réconciliation durable pour que ces différentes communautés retrouvent non seulement la paix mais la cohésion qu'elle a connue dans les années passées et permettre à la province de la Tchoko d'aller dans la voie, la direction du progrès social et du développement. Donc nous sommes là pour 3 journées de travaux intenses du Forum de paix de la Tchoko qui va nécessairement se conclure par des résolutions constructives pour établir la cohésion, la paix et permettre au gouvernement provincial d'évoluer pour dans des décisions et des projets de développement. La sécurité, bien sûr, a été renforcée dans la province du Haut-Katanga. Les inquiétudes de Moïse Katumbi. Je pense que ce sont des inquiétudes qui ne sont pas fondées
parce que, comme j'ai dit, moi j'ai de la famille dans le Katanga, le Lubumbashi, à Kolwezi. Lorsque se pose la question, pourquoi ce dispositif, pourquoi ce renforcement de la sécurité? Les Bakatakatanga, il faut poser la question à Moïse Katumbi si c'est une fable ou si c'est une réalité, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. La menace qui pèse sur le Katanga est réelle. Lorsque le général John Numbi parle, c'est réel, il ne cache pas ses intentions avec un ensemble de personnes. Surtout que dernièrement, on a mis la main sur certains collaborateurs de Corneille Nangaa, qui est dans la rébellion aujourd'hui. Nous ne pouvons que saluer cela parce que vous savez que le sud de la RDC a toujours été la cible, n'est-ce pas, dans le cadre de la déstabilisation de la RDC, parce qu'on sait que ça date depuis l'indépendance, que c'est Kolwezi qui est, n'est-ce pas, la capitale économique. Bon, on disait Lubumbashi parce que c'était le Katanga, mais on sait que c'est Kolwezi. Donc, si plus de 25% du budget de l'État provient de Kolwezi, il est clair que c'est la poule aux yeux d'or. Et on ne peut pas ne pas réagir préventivement lorsqu'il y a des menaces clairement formulées et confirmées par les services de renseignement. Je pense que les opposants doivent éviter de rater les occasions de se taire. Comment ça, se taire? Ça signifie que lorsqu'il y a réellement une évidence, n'est-ce pas, sur la menace, vaut mieux plutôt, parce que c'est une population qui est sa population aussi, vaut mieux être solidaire avec cette population plutôt que de considérer que les autorités sont dans un amusement. Alors, parlons de la sécurité à Kinshasa, où nous avons vu le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a lancé une opération, Zéro Kuluna, dans la capitale de la RDC. Et un bon matin, il y a d'un côté le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabane, qui vient avec une opération Ndobo, si je pense que c'est de cette opération qu'il s'agit. Alors, les Quinois et Quinoises qui se posent la question, mais deux membres du gouvernement avec deux visions différentes, c'est quoi le problème? Merci beaucoup. Bon, d'abord, je dois peut-être revenir sur des propos que nous avons eus de la part du porte-parole du gouvernement, qui a été dit, Patrick Mouyaya, sur le fait d'éviter le populisme, n'est-ce pas? Que le chef de l'État avait exhorté les uns et les autres à éviter l'individualisme, à éviter aussi des propos populistes, et d'encourager, n'est-ce pas, la collaboration. Et je pense que, au-delà des points de vue divergents, de nos jours, il a été, d'ailleurs, il y a même un communiqué qui a existé dans ce sens, il y a eu maintenant une mise en commun des stratégies à la fois au niveau du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Donc je pense qu'il y a peut-être eu un petit raté au début, mais cela a été récupéré. Et nous souhaitons à ce que de plus en plus, surtout avec le remaniement, que la question du manque de cohérence dans l'action gouvernementale soit mise sur la table. La continuité également de la gestion de la chose publique, ça manque. Parce que Peter Kazadi, qui est parti, avait laissé une opération Panthère Noire, toujours pour lutter contre ces phénomènes Kuluna, pour rétablir comme l'ordre dans la capitale. Et quand Jacquemain arrive, il a une autre opération, ça montre qu'il y a quand même ça ne va pas. Bon, moi je crois que c'est un problème en ce moment-là de culture gouvernementale. Moi je dis que je suis un grand critique historique. Pourquoi? Parce que je crois que normalement, comme on le dit en science, nous actuellement, nous sommes des pygmées sur les épaules des géants. Les géants, c'est qui? Ce sont les autres qui sont venus avant nous, qui ont pu... Et les pygmées, c'est nous. Parce que si nous considérons tout ce qui a été fait avant nous, nous n'ajoutons plus qu'un petit rien. Vous voyez? Mais considérer que nous sommes dans un éternel recommencement, ça, c'est ça la mentalité congolaise de façon
générale. J'ai eu aussi, par exemple, des partenaires qui se plaignaient, qu'ils ont écrit une lettre à un ministre et ils sont venus avec la lettre du ministre passé. Il dit non, ça c'est maintenant moi qui suis là. Il a fait table rase. Réécrivez. Alors, il se posait la question, mais où est la continuité du service si on doit faire tomber le tout? Lorsqu'il y a remaniement ministériel, les dossiers disparaissent aussi. Alors qu'il y a remise reprise. Il y a remise reprise. Qu'on laisse tout ce qu'il y a sur la table. Vous revenez, vous parlez d'un dossier et dites ça je ne connais pas. C'est-à-dire que c'est une question qui doit être prise dans la globalité, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le leadership, la gouvernance, le mode de gouvernance au niveau du gouvernement. On donne raison à ceux qui continuent à dire que la RDC est un vaste chantier. Moi, je dis que je suis de ceux, et certains politiciens ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, là, ce n'est pas réellement le problème, parce que c'est l'homme de science qui parle. Je dis que nous faisons trop de politique. La politique doit avoir ses limites. Si nous limitons la politique, on a beaucoup de rapports où on a les secrétaires généraux qui se plaignent de ne rien faire. Le ministre, le cabinet fait même le travail du secrétariat général. Or, du point de vue de l'organisation, le lien entre le politique et l'administration, c'est le secrétariat général. Et c'est lui qui permet à ce que, quels que soient les changements au niveau politique, il puisse y avoir cette continuité. Et je pense que c'est une culture à cultiver. Au temps de Mobutu, nous avions l'Institut Makanda Kabobi, n'est-ce pas? Et je pense que, même si on va appeler cela Institut Etienne Tshisekedi Wamulumba, mais que cela existe, n'est-ce pas? Et qu'on ne se limite pas à un petit séminaire. Moi, je vois même plusieurs cabinets de ministères. On ne sait même pas, le ministre ne sait même pas faire un accusé-réception. Il ne sait pas, n'est-ce pas, qu'à chaque correspondance qu'il reçoit, il doit y avoir un accusé-réception. L'accusé-réception d'un ministre est un luxe. Lui-même, il est en train de se rendre compte qu'il t'a fait une faveur parce qu'il a répondu à ta correspondance. Mais c'est simplement de l'ignorance. Il faut que ce soit expliqué et il faut y veiller pour le développement du pays. On a souvent des formations de remise à niveau. Absolument, qui doit se faire pour les ministres et pour les membres de cabinet. Nous discutons avec beaucoup de membres de cabinet, mais vous tenez la tête. Vous ne dites rien parce que vous voulez quand même que votre dossier évolue. Mais vous sortez de là, vous vous dites, mais mon Dieu, quel est le niveau de médiocrité qu'il y a ici? Vous voyez un peu. Donc, il ne doit pas y avoir seulement aussi une formation pour les ministres, mais aussi pour les membres de cabinet, parce que là-bas aussi c'est un fourre-tout. Nous savons que nous amenons membres de partis, membres de famille, pour la plupart qui n'ont jamais travaillé, n'est-ce pas? Et il faut quand même qu'on tienne compte de cela, parce que les cabinets des ministres font retarder aussi ce pays. Alors, une dernière question, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre rendez-vous de la semaine. Le professeur Patrick Onoya, l'opposition congolaise reste et réitère encore sa position en non-changement de la Constitution. Félix Tshisekedi, lors de cette dernière sortie médiatique, il garde également sa position. Nous continuons. En 2025, il y aura une commission qui sera mise en place pour statuer sur cette question. Est-ce parti pour un bras de fer entre l'opposition congolaise et le président de la République? Non, je pense que la Constitution règle cela. La Constitution règle cela dans ce sens que quelle que soit la volonté du chef de l'État, elle doit se faire par référendum. N'est-ce pas? Nous encourageons l'opposition à parler à la population. Mais ça craint. Mais nous aussi. Félix Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir, bien que Félix Tshisekedi l'a dit qu'il n'a pas cette intention. Ce n'est pas encore dit. Nous attendons la fin de travaux, n'est-ce pas? Sinon, ça devient un procès d'intention. Mais nous disons que le bien fondé de la révision ou du changement, tel que cela sera décidé à l'issue de travaux, sera expliqué et vendu à la population. Ça, chacun va venir avec sa thèse. L'opposition, personne ne va la défendre de vendre le non, n'est-ce pas, à la population. Et nous, avec notre président, allons vendre le oui avec un ensemble d'arguments. Pourquoi le oui? Et
la population va trancher. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas la nécessité que l'opposition aille faire grandir les rangs de Nanga parce qu'il y a cela. Elle a dit qu'elle a cette intention? Ben, nous avons vu le défilé à Kigali, n'est-ce pas? Même les Lumumbistes, n'est-ce pas? Je me demande si Patrice Emery Lumumba aurait fait alliance avec Kagame. Même les Lumumbistes ont fait le défilé à Kigali. Cela est inquiétant. Alors, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Professeur Patrick Onoya, vous avez quelques minutes pour parler à cette population qui vous a suivi en cette fin d'année 2024. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup cette population qui, nous avons reçu des échos, surtout en milieu universitaire, qui apprécie nos réflexions que nous avons l'habitude de diffuser. Nous vous remercions pour cela, mais nous sommes prêts aussi à recevoir des critiques si jamais il y en a, parce que personne n'est parfait. Nous pouvons toujours nous améliorer en 2025. Mais je tiens à saluer ici la détermination du chef de l'État dans l'agriculture. C'est quelque chose de très important et il est important que toute la population s'intéresse à l'agriculture. La famine, ce n'est pas une question seulement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou du gouvernement. C'est la famine, c'est l'affaire de tous. Et il est important que tous nous puissions mettre un pied à la terre. Alors, Patrick Onoya, cette question qui me vient en tête, Félix Tshisekedi a annoncé le remaniement. Est-ce que votre demande pour la création du ministère de l'Investissement reste d'actualité? Le chef de l'État m'a déjà surpris agréablement en prenant en compte un ensemble de nos résolutions. Si cela est aussi pris en compte, je serai l'homme le plus heureux pour avoir contribué utilement à la société. Un ministre vous a quand même surpris par sa façon de faire, vous a séduit par sa façon de travailler, le gouvernement Soumino? S'il n'y en a pas, ça serait faux, n'est-ce pas? Il y en a 2 ou 3. Lesquels? Je salue la transparence, n'est-ce pas, du ministre des Finances, Doudou Fwamba. La transparence vaut mieux que, n'est-ce pas, le détournement. Ça, c'est quelque chose de très important. Je salue aussi le sens de l'innovation du ministre du portefeuille, le ministre Boussa. C'est très intéressant. Le dynamisme affiché par le ministre du Commerce extérieur est aussi intéressant. Quoique populiste, le ministre de la Justice est à féliciter pour son courage. Doudou Fwamba, il faut quand même le féliciter. On l'a vu avec Adolphe Muzito. C'est quand même un homme qui a marqué l'histoire de la RDC. C'est comme ça que j'apprécie la transparence, mais j'ajouterai même l'humilité. N'est-ce pas? Il a cette humilité. C'est rare de voir un ministre qui va... Absolument. Parce que Adolphe Muzito, politiquement, on peut peut-être pas être d'accord, mais intellectuellement, c'est un intellectuel de haute facture. Un intellectuel de haute facture qui a publié plus d'une trentaine de tribunes. J'en ai publié aussi autant. Ce n'est pas évident et il faut le respecter pour ce qu'il a fait aussi pour ce pays. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour cette émission Info 7. Je rappelle que notre invité de ce jour est professeur des universités, lobbyiste et stratège en investissement. Merci, professeur Patrick Onoya, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ça me va droit au cœur que vous pensez à moi pour cette fin d'année. Meilleurs vœux. Merci pareillement, ma chère Noëlla. Et c'est complètement fini. Merci à vous, madame, messieurs, de faire confiance à Congo Web Télévision. Merci parce que vous avez été avec nous tout au long de cette année 2024. Et toujours, nous serons toujours à votre service. Congo Web Télévision reste votre chaîne haute définition. Eh bien, c'est l'heure, je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de continuer à suivre ce magazine d'actualité. Au revoir et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Info 7.